Plus jamais seul, take 2. Bienvenue dans Plus jamais seul, le podcast des relations toxiques. On est là pour briser le silence, partager, comprendre. Ce podcast, et plus généralement le projet NoTox sur les réseaux sociaux, sont financés par moi-même et grâce à de nombreux professionnels qui sont bénévoles pour le moment. Si vous voulez nous soutenir, je vous invite à faire un don. Chaque centime compte et ça me permet de développer ce réseau d'entraide. Aujourd'hui, j'accueille Diane. Merci d'être là, Diane. Bonjour, merci à toi de m'avoir conviée. Avant de commencer, Diane, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc j'ai 30 ans et j'ai été victime, on va mettre les mots sur les mots, de plusieurs relations toxiques, et ce, dès le plus jeune âge. Et ça me tenait à cœur de venir aujourd'hui pour témoigner afin d'aider des personnes qui sont aujourd'hui dans le même cas. Les relations toxiques, c'est un sujet qui est difficile, parfois violent. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'en parler aujourd'hui avec nous ? C'est lors de ma dernière relation toxique, je n'ai pas porté plainte et pourtant, on va dire que ça allait beaucoup trop loin. Et j'ai énormément culpabilisé de mettre potentiellement d'autres femmes en danger. Aujourd'hui, du coup, c'est une façon pour moi de rectifier le tir et de permettre peut-être à plus de femmes d'ouvrir les yeux sur certaines relations. Il y a un point qui est vraiment important, on en parlait tout à l'heure, c'est la difficulté qu'on a à parler de ce qu'on a vécu, de la violence qu'on a traversée. Aujourd'hui, moi, je me sens suffisamment fort pour en parler, pour aider d'autres personnes. C'est pas toujours évident parce qu'on rencontre de toute façon toujours des personnes toxiques. Est-ce que tu es d'accord pour dire que toi, si tu es là aussi aujourd'hui, c'est parce que tu as développé cette puissance-là qui fait que maintenant tu peux repérer les personnes toxiques et refuser ce genre de relations qui sont inacceptables? Oui, tout à fait. Et c'est une façon aussi de montrer que la personne toxique n'a pas gagné, qu'on s'est relevé, et c'est une victoire. Dans ce podcast, on va suivre le fil de plusieurs relations que tu as vécues. Tu me disais que déjà à la base, pour être rentré dans des relations toxiques, c'est qu'il y a eu une première relation qui a fait le lit un petit peu des relations toxiques suivantes, c'est bien ça ? C'est ça, donc ma première relation amoureuse, la relation, on va dire, d'adolescent. Donc c'était aux alentours de 16 ans, et cette personne, alors c'était toxique, mais faiblement toxique, on va dire. C'était vraiment que des paroles, des critiques à longueur de journée, être sans cesse rabaissé, que ce soit sur le comportement, le physique, comparé aux autres personnes. C'était dès l'âge de 16 ans, j'ai vécu ça, mais même, je dirais, avant, en termes d'amitié. Dans mes amitiés, il y a toujours eu aussi très souvent, du moins, ce côté un peu toxique, où on s'est souvent moqué de moi, moqué de ma taille, moqué de mon physique. Et pourtant, c'était des amis en qui j'avais confiance, jusqu'au moment où c'était trop pour moi, et j'ai dû faire le tri dans mes amis. Et ça, c'était dès le CP. Les moqueries, les jugements, les critiques, dès le CP, en termes d'amitié, c'était de suite, quasiment. Et ça a favorisé du coup le terrain pour les relations amoureuses chaotiques. Et est-ce que dans certaines relations toxiques, ça commence par des choses douces, des mots gentils, des choses sympas, et après petit à petit il y a de plus en plus de critiques, de choses toxiques. Est-ce que toi, dans ce que tu as vécu, ça a été directement des agressions ? Non, dans les deux relations, tout était très beau, très rose au début. C'était pas parfait, mais c'était une relation classique, et ça s'est très vite dégradé. Mais au début, j'avais pas de signaux d'alerte. Ok. Et est-ce qu'il y a un moment, ton inconscient ou ton corps t'a dit il y a des choses qui sont pas normales et tu les as pas écoutées ? Je pense que oui. On va dire que les premières critiques où on n'y fait pas forcément attention, on les entend, mais on se dit pas que ça va être le quotidien. On se dit là il avait peut-être ça à dire, il avait peut-être une mauvaise journée, donc il a sorti ça, mais il pensait peut-être pas, parce que ça arrive aussi parfois en fonction des humeurs, de pas forcément dire ce qu'on pense, donc on se raccroche derrière ça au début, du moins en disant que
c'est pas grave, il a dit ça, je fais abstraction de ces mots et on verra plus tard. Et est-ce que tu penses que c'est juste une question de fréquence, ou est-ce que c'est-à-dire une fréquence des tirs qu'on prend, ou est-ce que de toute façon à la base prendre un tir c'est pas normal, c'est pas acceptable et ça doit être discuté d'emblée? C'est pas normal, il faut en discuter d'emblée et on peut pas laisser une personne nous insulter ou nous rabaisser, même si, en effet, il est dans un mauvais jour, même s'il ne le pensait pas. Aujourd'hui, c'est ça, je mets un pot d'honneur à ça. Je laisse plus passer. Je veux qu'on rediscute justement de ce qui s'est passé. Mmh. Ok, ça peut arriver. C'est pas forcément parce que je suis dans une relation toxique, parce qu'aujourd'hui je ne le suis pas. Mais derrière, on va parler de ça et finalement on s'ouvre et puis il va me dire oui, mais tu comprends, je suis désolée, je le pensais pas, là j'ai vécu ça, 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 qui fait que je me suis laissée emporter par mes émotions. Ce que j'entends, ça peut m'arriver aussi. Et du coup, on passe à autre chose. Mais c'est pas cette vision que j'avais avant. Et du coup, j'ai accepté, j'ai laissé passer, on n'en discutait pas et jusqu'à la prochaine fois. C'est ça. C'est que c'est ça aussi la différence quand tu es avec une personne saine, mais qui fait des erreurs et qui a le poids de la journée ou de la semaine sur les épaules, mais avec qui tu peux en parler, tu peux verbaliser, tu peux construire, tu peux progresser, elle peut progresser, votre couple peut progresser aussi, alors qu'avec une personne toxique, c'est vrai que souvent, tu te prends missile sur missile, c'est à sens unique, tu peux absolument rien dire, c'est jamais de la faute de l'autre, c'est toujours de ta faute. On a vraiment cette différence-là. Et alors, on va revenir sur l'époque de ta première relation, quand tu avais 16 ans. Est-ce qu'à l'époque, tu avais des personnes ressources, parce que c'est vraiment important, on en reparlera. Est-ce qu'à l'époque, tu avais des personnes sur lesquelles tu pouvais t'appuyer et discuter de ta relation? Oui, j'avais ma mère qui était au courant de tout. On avait une relation très fusionnelle, elle était au courant de tout. Et je pense, je m'en souviens pas, mais je pense que oui, j'avais dû lui dire, mais que c'était une relation, c'était 16 ans, c'était des mots en fait. Mhm. Donc on n'y prêtait pas forcément attention. Mais inconsciemment, moi, oui. Ce sont des choses qui m'ont marqué. Je peux ressortir encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de 10 ans que je l'ai vécu, je peux ressortir des phrases telles quelles. Comme quoi, par exemple? J'étais trop grosse par rapport à une fille qui était dans sa classe, que j'avais pas assez de poitrine, enfin voilà, plein de choses, surtout sur le physique d'ailleurs. Si tu pouvais te parler, ça fait un peu cliché ce que je vais te dire, mais ça donne envie de poser la question. Ouais. Si tu pouvais parler à la jeune fille que tu étais à l'époque, je vais pas te dire qu'est-ce que tu ferais, parce que je pense qu'on sait tous ce que tu ferais, mais qu'est-ce que tu dirais à cette jeune fille? De pas prendre en compte ce que j'entends, de pas le croire, de me faire mon propre avis, de me recentrer sur moi-même et de pas l'écouter. Pas forcément partir parce que j'écouterai peut-être pas parce que j'étais dans ma relation, mais déjà de se recentrer, parce qu'automatiquement si on se recentre sur soi, on comprend plein de choses et on finit par partir. Ça me fait penser souvent, moi je trouve que ça m'est arrivé pas mal, quand on est dans une relation toxique, on est en quelque sorte inhibé, c'est-à-dire qu'on s'oublie complètement. Et on n'a plus d'avis pour nous-mêmes sur nous-mêmes, on laisse cet avis-là à l'autre et on laisse la pleine puissance à l'autre. Alors là, tu es en train de dire à cette jeune fille de 16 ans, recentre-toi sur toi, redonne-toi la pleine puissance, ce que tu peux comprendre, tu peux réfléchir par Garde la toi-même. confiance que tu avais. Garde la confiance que tu as, l'amour que tu as pour toi, reconstruis ça, respecte-toi. Donc en fait, il y a comme une refocalisation sur soi à plein d'égards. Le respect, l'estime de soi, donc l'amour de soi et ce genre de choses. Ok. Et est-ce qu'à un moment donné, est-ce que la relation s'est arrêtée comme ça, ou est-ce que tu t'es posé des questions et c'est toi qui as mis un stop? Alors c'est moi qui ai arrêté la relation, mais pas par rapport... Enfin, si, parce que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, mais j'avais pas encore pris conscience pleinement Voilà. des propos. Ouais. J'ai arrêté la relation parce que c'est 16 ans, j'avais plus d'amour, envie de voir autre chose. Il commençait peut-être à m'enfermer et je pense qu'instinctivement je suis partie parce que parce que j'en avais marre et que je voulais être plus sereine. Mais j'avais pas encore pris conscience, vraiment pleinement conscience de ce que j'étais en train de vivre. Et ça, je l'ai compris qu'après ma deuxième relation, que j'ai un peu plus analysée et où je me suis posé plus de questions sur ce que j'avais vécu avec lui, avec d'autres. Est-ce que c'était normal? Est-ce que j'avais connu que ça? Est-ce que c'est moi qui ai attiré ce genre de personnes? Est-ce que... je me suis posé plein de questions et c'est là que j'ai compris qu'en fait, dès la première, il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables que j'ai acceptées. Voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même tout le recul, tout le travail que tu as fait sur toi et que tu continues de faire, parce que
Ça aussi, c'est un point important, c'est qu'on se dit souvent, on sort de la relation, c'est bon, on passe à autre chose, on ne revivra plus de relations toxiques. Non, souvent quand on a une mécanique qui a accepté une fois la relation toxique, si on ne travaille pas sur nous-mêmes pour nous respecter, mettre des limites et ne plus accepter l'inacceptable, on va retomber dedans. Parce qu'il y a toujours des personnes toxiques qu'on va rencontrer dans la vie, personnelle ou professionnelle, et qui vont essayer de nous frapper. La question, c'est est-ce que tu acceptes ou pas? Est-ce que tu lui mets un tir pour la laisser à sa place ou pas? Tu parles beaucoup de la première et deuxième relation. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'histoire de la deuxième relation? La deuxième relation a été plus compliquée. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée dans les études. Donc, là, j'étais un peu plus seule parce que j'étais partie donc sur Montpellier. J'habitais toute seule dans un appartement. Et donc, on s'est rencontrés en première année. On s'est beaucoup rapprochés. On a fini par se mettre ensemble. Au début, ça se passait plutôt bien. On va dire qu'au bout de 6 mois, ça a commencé à se dégrader parce qu'il n'avait pas confiance en moi. Si je l'écoute, j'étais tout le temps en train de le tromper. Ça commençait déjà à être très compliqué. Je devais prouver. Quand je rentrais, par exemple, voir ma famille, il ne voulait pas venir. Donc, je devais lui prouver qu'à Perpignan, j'étais comme à Montpellier, que j'étais sérieuse, que je ne faisais pas n'importe quoi. Ensuite, ça a basculé sur, on va dire, de la négativité, parce que j'ai redoublé, lui non, donc en fait, j'étais nulle. J'ai changé d'objectif de carrière, donc j'ai changé d'études, où là, il m'a dit que mes études servent à rien, que c'était n'importe quoi, que de toute façon, je trouvais pas de travail. Il n'avait pas de critique portée sur le physique, lui, pour le coup, mais tout ce que je faisais, c'était pas suffisant. Voilà, alors j'aimerais rebondir là-dessus parce que tu parles de plein de choses. J'aimerais qu'on reprenne après petit à petit, mais là j'entends un truc qui est juste hallucinant, mais qui est tellement typique. C'est qu'en fait, la personne toxique a tellement besoin de critiquer qu'elle peut critiquer tout et n'importe quoi. Elle critiquait ma famille, elle critiquait mon père, son travail. Il n'y a pas de rationalité derrière. Ce qu'il faut bien comprendre quand on est critiqué par la personne toxique, c'est que ce n'est pas nous qui le critique. Il critique un objet qu'il a besoin de critiquer, il trouverait n'importe quoi pour critiquer. Ça ne concerne pas la personne qui est visée, en fait. C'est juste un besoin de frapper. Et il prend tout ce qui passe. Et le problème, c'est que du coup, ça diminue la confiance en soi. En plus, c'est une personne qu'on aime, donc on a envie d'être porté par cette personne, on a envie de lui plaire, on a envie de sentir que ce qu'on fait, c'est bien, qu'on est fier qu'il est fier de nous. Et là, c'est tout le contraire. Donc, on perd complètement les pédales, on perd confiance en soi, jusqu'au moment où se produit l'inacceptable, où il y a la première violence physique, puis la deuxième, puis la troisième. Alors, on va y venir. Parce que et ça la allait violence loin. physique qu'on accepte justement parce qu'il y a eu tout le travail en amont. De SAP. Ouais. Alors justement, voilà, ça j'aimerais revenir là-dessus. J'avais encore l'autre jour un commentaire d'une personne qui a vécu des relations très toxiques aussi. C'était sur les réseaux sociaux. Et elle me disait au début c'est mielleux, etc. Est-ce que toi aussi, tu parlais tout à l'heure des 6 premiers mois, est-ce que ça a été le gars merveilleux qui allait dans ton sens, où il n'y avait aucune critique, tout allait bien? Ou est-ce que c'était un peu plus nuancé que ça? C'était pas tout beau, tout rose, nickel, mais c'était correct. Il n'était pas parfait, mais il me respectait. Jusqu'au jour où... Où ça a commencé la première critique, la deuxième. Exactement. D'accord. Et étant donné que je n'ai pas rebondi sur cette critique, ça a laissé la porte ouverte à tout ce qui s'en est suivi. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on disait quand on préparait cet entretien. Ils vont nous tester. Ils vont prendre un bâton avec une bonne pique et vont commencer à piquer une première fois. Est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle se débat? Non. Génial. Je recommence une deuxième fois parce que la personne toxique prend du plaisir à faire mal à l'autre. Donc, elle va repiquer une troisième fois et en fait, si on ne dit pas non, ils vont y aller de plus en plus en fait. Et ça va aller de plus en plus grand en fréquence, c'est ça? Ah oui. Et en intensité. Toi, ça a été les deux cas. Oui. Alors la fréquence, oui, parce que les critiques, finalement, il n'y avait pas un jour à la fin qui se passait sans une critique. Elle pouvait être minime. Hein, si tu as fait trop cuire tu fais pas ça correctement. Mais c'était tous les jours, c'était quotidien. Et après, oui, il y a eu la violence physique. Alors elle qui était présente, mais quand même moins présente, elle était plus espacée. Mais de plus en plus violente. Voilà. Ça, c'est... je suis en train de réfléchir s'il y a une personne qui nous écoute et qui est en train de vivre ça.
c'est intéressant parce que tu dis au début, c'était pas une relation parfaite. Aucune relation n'est parfaite de toute façon. Après, il a commencé à envoyer un gros pic, puis 2 gros pics. Donc en fait, il y a une augmentation de la fréquence. Puis ça a été de plus en plus violent moralement. Et tant que tu acceptais, il a continué. Donc en fait, une chose à repérer quand tu es dans une relation toxique, c'est est-ce que ça augmente en proportion en fait finalement, en fréquence, en intensité. Donc toi au début c'était que verbal. Ouais. Et après c'est passé à plus fort. C'est passé à quoi exactement? C'est passé, alors la première fois, c'est une simple, alors je dis simple, mais c'était voilà une simple gifle pour avoir fait quelque chose de mal, jusqu'au un coup de poing parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton de la télécommande, où il a refusé de m'amener à l'hôpital parce qu'il avait touché la tempe et que j'avais quelques symptômes pas forcément inquiétants, mais quand même qui me nécessitaient un avis médical, jusqu'au jour où il m'a étranglée. Où là j'ai cru vraiment que c'était fini pour moi parce que je le voyais pas baisser en intensité, donc j'ai commencé à le griffer pour lui faire mal pour qu'il me lâche, et c'est à partir de là où je me suis dit ça vaut pas le coup. Là, ça a été ton déclic. Souvent, on dit que on n'est pas du tout dans le schéma rationnel. Quand on est pris dans une relation toxique, on n'y rentre pas par du rationnel, mais par de l'émotionnel. Et on ne peut pas en sortir par un raisonnement logique en disant c'est de pire en pire, il faut que je parte. Non, j'ai un choc émotionnel. Malheureusement, souvent, c'est des coups. Et c'est là, c'est même pas des coups, c'est quand tu as pensé mourir. Toi, il a fallu ce choc-là colossal pour que tu te dises là, il y a un vrai problème, il faut que je m'enfuis, quoi. Alors, il y a un côté un peu c'est paradoxal parce que avant d'en arriver là, justement, j'en étais arrivée un peu où je voulais, moi, en finir. J'en avais marre de vivre de ça, de vivre dans la peur, de trouver toutes les excuses pour rentrer le plus tard possible, par peur justement de subir quelque chose, de subir. Et j'avais envie d'en finir. J'avais écrit une lettre pour expliquer à ma famille qui n'était au courant d'absolument, mais rien du tout, donc elle l'aurait pas compris. Donc j'avais fait une lettre où j'ai tout expliqué, et je voulais vraiment, vraiment en finir. Je n'ai pas eu, on va dire, le courage de passer à l'acte, mais pour le coup, quand lui m'a étranglée et que je me suis vue mourir, je me suis dit non, ça vaut pas le coup, pas pour ça, pas pour lui, pas pour... je suis jeune, j'ai tellement d'autres choses à vivre que... Stop. Et j'ai commencé à en parler à une personne. Ok, c'est là où la brèche s'est ouverte après le déclic. D'accord. J'aimerais revenir tout à l'heure, parce que en plus c'est avec l'actualité, notamment avec des affaires actuellement, qui sont traitées soit par la justice ou par les politiques. Tu parles d'une simple gifle. On a... Peut-être notre société, et nous aussi, on a été élevés dans cette société à désapprendre. Si tu parles de simple gifle, ça veut dire qu'elle a accepté à la base. C'est que jusqu'à un moment donné, ça allait tellement loin qu'on se dit, attends, est-ce que c'était vraiment acceptable à la base de se prendre cette tarte? Si tu pouvais parler à d'autres femmes là, ou d'autres hommes, c'est quand même moins fréquent, mais d'autres personnes qui viennent de prendre cette simple gifle-là, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait leur dire pour les aider à prendre conscience, à avoir ce déclic de ça ne fait qu'augmenter, barre-toi avant que ce soit pire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, qu'on te dise à l'époque, si quelqu'un avait su, une petite souris, qui avait vu le truc, qui avait assisté, sans que tu le saches, et quelqu'un qui vient te voir derrière, qu'est-ce que tu aurais pu dire? De se recentrer sur soi, encore une fois, est-ce que c'est vraiment acceptable? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de nos propres valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de vivre? Est-ce que c'est normal? Alors la réponse c'est non, mais quand on est dedans, il y a aussi le côté où l'autre personne, une fois que la gifle est donnée, elle fait basculer toute, on va dire, la dispute, et de suite c'est de la faute de la victime. Encore une fois, d'accord. Ah oui, moi c'est parce que oui, mais tu comprends, si t'avais pas dit ça, je me serais pas énervée, je t'aurais pas tapé. Voilà, donc on revoit encore une fois, c'est horrible comme mécanique, mais on voit qu'encore une fois, tu n'existes pas dans cette relation-là. Et le pire, c'est qu'on se dit, oui, en effet, si j'avais pas dit ça, il n'était pas énervé, il m'aurait pas tapé, donc c'est peut-être pas lui qui est violent, c'est peut-être moi qui provoquait. Qui l'ai provoqué. Donc c'est justifié. Ouais. Peut-être que je l'ai mérité. C'est ça. Et non, en fait, si je peux leur dire, non, on mérite pas ça, personne ne mérite ça, et de se reposer les bonnes questions. Alors, j'ai envie de dire de partir, mais c'est assez facile, parce que quand il y a des enfants dans le couple, tout est beaucoup plus difficile et les questions à se poser ont de lourdes conséquences. Là, je te posais la question,
qu'est-ce que tu as envie de leur dire. Donc quelque part, on est un peu sur du rationnel dans les arguments que tu as donnés. C'est pas normal, c'est pas acceptable. On est sur du rationnel. Ce que j'ai remarqué, ce que j'aime bien faire, c'est de parler de l'émotionnel. Et ça peut être une manière aussi d'aider les gens à avoir des déclics. Tout à l'heure, tu parlais de... Et je l'ai vécu pendant des années, du stress de chaque instant. Chaque minute, on est stressé. Si c'est pas la peur de se faire frapper, ça va être la peur de prendre une critique. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Quoi qu'il arrive, on fait mal. Donc c'est un stress de chaque instant qui détruit le corps. Toi, dans ton corps, dans tes sensations, dans tes émotions, qu'est-ce que tu vivais? Est-ce que tu étais bien? Est-ce que tu étais détendu? J'étais tout le temps crispée. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je ne respirais pas normalement. J'avais l'impression de suffoquer tout le temps. Quand j'étais avec lui, ma respiration était... Mais ça, on s'en rend pas forcément compte. C'est quand on est libéré qu'on se dit j'ai plus d'air dans les poumons, c'est bizarre. En fait, on survit. Le corps se met en mode survie et il fait tout un peu au minimum. On prend l'air qu'il nous faut, mais pas plus. On réfléchit, on essaye de tout anticiper pour éviter une éventuelle dispute. On est en fait tout le temps en vigilance, à tout analyser pour subir le moins possible la relation ou l'humeur de l'autre personne pour éviter que ça prenne des proportions énormes pour un rien du tout. Alors, il y a plein de manières d'exprimer dans son corps ce mal-être. Il y a des personnes, ça va être la boule au ventre, d'autres, ça va être des crises de panique, d'autres, ça va être des tremblements. Toi, est-ce que tu avais la boule au ventre? Est-ce que tu tremblais? Comment ça se traduisait chez toi? Voilà. Tu m'avais parlé de la respiration. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Et mal au ventre, de savoir que quand je dois rentrer, de suite... j'étais en course à aller et quand je rentre, de suite, on sent qu'on n'est plus nous-mêmes, on se contient, on s'enferme dans notre bulle et alors on stresse, donc on a mal au ventre, mais on pense à plus rien d'autre que de tout bien faire pour éviter un problème. Ok. Donc c'est du stress permanent, c'est de la fatigue. Je crois que j'ai jamais autant dormi que quand j'étais dans cette relation parce que j'étais épuisée. Puis quand je dormais, il se passait rien. C'est une forme de sécurité, une mise en sécurité, ouais. Donc on parle, la relation s'est dégradée, d'accord, à mesure que l'intensité, tout devenait de plus en plus intense, la relation s'est dégradée. À un moment, il y a eu l'étranglement, ça a été vraiment le gros choc, parce que tu as eu plusieurs chocs, j'ai cru comprendre, ça a été le gros choc. Et tu as eu donc une brèche qui s'est ouverte à ce moment-là. Et tu as dit quelque chose, et c'est vraiment important, je le dis à toutes les personnes qui nous regardent, c'est de ne pas rester isolé, c'est d'en parler. Et toi, c'est ce que tu as fait. Tu as eu ce sentiment que tu pouvais commencer à parler. Mais avant que tu nous parles de ça, j'aimerais que tu nous racontes pourquoi tu n'en parlais pas jusque-là. Pour que ma famille, parce que j'avais plus d'amis, donc je vais rester sur ma famille, mais pour que ma famille... Pourquoi tu n'avais plus d'amis? Parce qu'il m'a complètement coupé du monde. J'avais plus le droit de parler déjà au sexe opposé. Donc en travaillant dans un milieu d'hommes, c'était très très compliqué. Il a très mal vécu. J'avais plus le droit de parler quand j'étais en cours. J'avais plus le droit de parler aux garçons, mais à tous les garçons. Donc quand il y avait des travaux à faire en groupe, c'était pour moi un supplice. Quand j'arrivais en cours le matin, parce que personne n'était au courant, donc personne ne comprenait mon comportement. Quand j'arrivais en cours, je déposais mes affaires dans la salle et je partais aux toilettes. Jusqu'à l'heure pile où le cours commençait, comme ça, je traversais en fait la salle et je disais bonjour à personne. Sauf à mes copines qui étaient à côté, mais qui ne se doutaient de rien non plus. Je prétextais toujours d'aller aux toilettes avant le début du cours pour ne croiser aucune personne parce que j'avais pas envie de lui dire non, toi je te dis pas bonjour. Pour moi c'était pas possible de lui dire non, toi je te parle plus. Donc je faisais en sorte qu'il n'y ait pas de conversation avec ces personnes-là. Il y en a eu, mais le moins possible. Et quand ça arrivait, est-ce que tu culpabilisais ou est-ce que ça allait? Je culpabilisais et je lui disais. Il savait absolument tout ce que je faisais. Donc tu es devenue complètement dépendante et transparente et presque asservie. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est impressionnant, l'impact de certaines relations toxiques, c'est que ça modifie nos comportements et ça, on se met dans un mode d'auto-enfermement en fait. On m'a dit, mais tu aurais pu le faire.
jamais il l'aurait su, il était pas en cours avec toi, mais pour moi, c'était impensable. Tous les soirs, j'allais le retrouver et pour moi, c'était lui mentir tous les jours. Et pour moi, c'était pas possible. Donc j'avais ce besoin de lui dire. Alors le fait d'être transparente aussi, je pense que du coup, ça a un peu apaisé les choses parce que quand du coup, il y avait une conversation qui se faisait, il me disait rien. Mais parce que je lui disais, si un jour il apprend que j'avais parlé à un tel ou un tel, là par contre c'était compliqué. Donc il fallait que je lui dise tout ce qui se passait. Si j'étais en travaux communs avec une autre personne, même si c'était pas que deux, que c'était pas que moi et un garçon, même si on était 5 dans le groupe mais qu'il y avait qu'un garçon, il fallait qu'il soit au courant. Mais de suite avec un texto, c'était pas, j'attendais pas le soir. T'es dans la peur, c'est tout de suite. C'est de suite. Voilà. Là, il se passe ça. Je te le dis de suite, j'ai pas le choix. C'est un tel qui a fait les groupes. Tu vivais dans la peur constamment, quoi. Non-stop. Et souvent, les personnes toxiques, quand elles sentent qu'on commence à s'éloigner, elles frappent plus fort, harcèlement moral ou physique. Elles cherchent plus à isoler, etc. Tu as eu cette augmentation de tous ces symptômes-là, on va dire. Est-ce qu'ils sentaient que tu partais déjà un peu à l'époque ? Il y a eu un moment, justement, avant qu'il y ait la réelle violence physique, il y a eu un moment où il a pensé que j'allais partir parce que je n'étais plus à Montpellier à 100% du temps. J'allais intégrer du coup l'entreprise sur Perpignan en alternance. Donc en fait, il y a des moments où je serais plus avec lui, j'étais à Perpignan. Il n'avait pas le contrôle de ce que j'allais faire, donc il a senti que peut-être qu'on allait m'ouvrir les yeux sur ce que je vivais, peut-être que j'allais voir quelque chose de mieux, peut-être que j'allais le laisser, peut-être. Et il s'est senti aussi, parce que j'ai eu une conversation avec lui plus tard, et il m'a avoué qu'il s'était senti, je sais pas comment dire, mais un peu abandonné. Le fait que je m'en aille, que je choisisse de revenir ici alors que j'avais un travail là-bas, que je pouvais rester avec lui à 100% du temps, il s'est senti abandonné et il a tapé plus fort pour que je reste. Que tu restes par peur. Par peur. Donc ils préfèrent nous faire du mal pour rester près d'eux. Par peur et par amour, parce que je sais que dès l'instant où j'allais en parler à quelqu'un, où j'allais m'ouvrir, moi il y avait plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire que j'étais sur Montpellier, je prenais mes affaires et je repartais vivre à Perpignan. J'avais le fait d'avoir les deux endroits qui étaient pour moi, ça m'aidait dans le sens où si un jour je décidais de partir, je quittais carrément la ville. Donc il allait pas venir me trouver et il avait tellement peur aussi de venir sur Perpignan que je savais qu'il viendrait pas me chercher. Donc j'avais ce côté où j'avais une porte de sortie, mais j'y arrivais pas. Je voulais croire en nous, croire qu'il pouvait changer parce que voilà, on pense que c'est la dernière fois que ça se produit, qu'il peut changer parce qu'il nous promet des choses aussi. Mais finalement, non. Tu dis qu'il t'a frappé par peur et par amour. C'est ce que t'as dit. Comme si leur définition de l'amour, c'était pas du tout la bonne définition, quoi. C'est la bonne manière d'exprimer l'amour, en général, c'est d'être soutenant, d'encourager l'autre et de construire des choses avec l'autre, quitte à bouger. Donc ça voudrait dire que pour les personnes dans ces cas-là, ils ont un mauvais rapport à l'amour, peut-être. Oui, dès le début de la relation, je l'ai bien vu. Sur 4 ans de relation, par exemple, il m'a dit 4 fois « je t'aime ». Et au début. Après, c'était fini. Donc, je sais même pas s'il m'a aimé ou pas aujourd'hui. Alors, il m'a dit que oui, mais du moins, il l'a pas montré. Mais est-ce que c'est de l'amour ? Ressenti. Je pense pas que ce soit de l'amour. Je pense pas qu'ils aient une mauvaise vision de l'amour. Je pense qu'ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas ce que c'est. Je pense qu'ils savent pas parce que quand on aime, on fait pas de mal à la personne qu'on aime. Par contre, à la fin, il m'a aussi dit que s'il avait augmenté... En fait, il n'arrivait pas à me quitter et qu'il augmentait en intensité pour que moi, je parte. Alors, là, tu fais un méga flashback. Ouais. En fait, je vais te laisser le repréciser, mais quand vous êtes séparés, ça s'est fait extrêmement vite parce que tu t'es barré, tu as pris tes jambes à ton cou et tu es parti. Et tu as renoué le dialogue quelques temps ou quelques années après pour avoir ces explications, justement, c'est ça ? 5 ans après. D'accord. 4-5 ans après, parce que, alors, pourtant, j'étais dans une nouvelle relation, tout se passe... attends, juste avant, je te coupe un truc, mais c'est important parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont sur la fin, là, sur le moment de la bascule. Moi, j'appelle ça la bascule en haut de la montagne, où tu bascules. Elles sont sur le point de partir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes tes valises et tu te casses ? En fait, il m'a quitté comme très souvent, parce que c'était... quand je remontais le voir tous les week-ends, c'était un peu ça. Il me quittait, puis finalement non, puis finalement oui. Et là, cette fois-ci, il me quitte et j'en ai eu ras-le-bol. J'ai dit, je l'ai pris au pied de la lettre, j'ai dit ok.
Et en fait, il me quittait le dimanche soir. Le lundi, je repartais sur Perpignan et je suis jamais revenue. Donc il m'a jamais revue. Et alors que pour lui, on n'était pas vraiment séparés parce que c'était à son habitude. Mais là, moi, j'ai dit ok, tu me quittes. Moi, j'en ai marre de ce yo-yo de oui, non, de tes crises. Donc moi, je reviens pas. Je suis revenue que, je crois, 1 semaine et demie après avec mon père et mes sœurs pour récupérer mes affaires. Il était là? Non, mais je savais qu'il était pas là. Je savais qu'il était en cours. Je connaissais son emploi du temps. Donc j'ai fait exprès de pas le... Et après, j'avais oublié encore quelque chose. Je suis revenue 3 semaines après, mais pareil, j'étais pas seule. Et là, il était là, cette fois-ci. Mais je lui ai demandé, il m'a donné ce qui m'appartenait. Je suis partie de suite. Ça a duré 5 minutes. Ok. Et l'explication, tu l'as eue donc des années après quand tu es revenu vers lui? Je l'ai eu 4 à 5 ans après. Parce que je me posais trop de questions. Pourtant, tout allait bien, de nouveau en couple, une relation super sereine, super stable. Mais cette relation avec la personne toxique m'a entraîné quand même quelques problèmes à vivre au quotidien, donc des tocs au niveau de la propreté, ce manque de confiance que j'arrive pas à gérer. Alors le problème de toc qui me pose énormément de problèmes dans ma vie de couple aujourd'hui parce que ça l'impacte, alors que c'est une personne qui est formidable. Ça m'impacte moi en tant que maman parce que j'arrive pas à m'occuper comme j'aimerais de mon fils. J'avais ce besoin de comprendre pour me dire peut-être que si j'arrive à comprendre, j'irai physiquement mieux. Mentalement et physiquement mieux. J'y pensais très souvent. Voilà, dans des moments de calme, je me dis est-ce que tu n'enverrais pas un message? Et un jour, j'étais suivie par une psychologue et j'en ai parlé. Elle m'a dit allez-y. Donc j'en ai parlé à mon conjoint en toute transparence pour pas qu'il se pose lui des questions. Et j'ai envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a répondu de suite. Et sans que je le demande. Il s'est excusé de tout ce qui s'était passé entre nous. Voilà, il s'est excusé. Il a essayé de m'expliquer le pourquoi du comment. Il a dit que c'était pas de ma faute. Donc la discussion, elle a duré 2 heures. C'était des échanges de messages. J'ai fini en pleurant, mais comme jamais j'ai pleuré, j'ai senti toute mon énergie partir. J'étais lessivée. Vraiment, à la fin de la conversation, je suis partie me coucher. Je tenais plus. Et depuis, après, j'ai plus eu de contact avec. Mais ça m'a libérée. Alors, ça n'a pas tout guéri, forcément. Mais par contre, c'est qu'à ce moment-là où j'ai pris conscience que c'était pas de ma faute. Voilà, c'est ça. Mais j'étais peut-être partie un peu trop rapidement. Sans comprendre en fait. Peut-être qu'à l'époque, il n'aurait pas eu ce recul-là non plus, il n'aurait pas pu verbaliser les choses. Donc, t'as fait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il allait dire. Puis quand il y a des coups, il faut s'arracher. Il ne faut même pas réfléchir, il faut se barrer. Et après, éventuellement, on peut poser les choses. Et du coup, important, ça me renvoie du coup sur l'instant de brèche. Comment ça se fait que tu aies parlé avec quelqu'un? À qui tu as parlé? Parce qu'on parle souvent de rompre l'isolement. Est-ce que cette personne t'inspirait confiance ou ça a été un complet hasard? C'était un hasard, oui et non. C'était une personne avec qui je travaillais, qui vivait, alors pas du tout une situation similaire, mais qui vivait une séparation, ou qui avait déjà vécu une séparation. Et en fait, c'était juste le fait qu'il me parle de son perso, de son vécu à lui, où je me suis dit, si il m'en parle, c'est que je pense que c'est bon, je peux moi aussi parler de ce que je vis. Et en fait, quand j'ai vu sa réaction, quand j'en ai parlé, il m'a dit stop, il m'a dit stop, parce que j'étais en train de tout lui raconter ce que je vis. Il m'a dit arrête-toi. Il m'a dit là, j'ai besoin d'encaisser ce que tu es en train de me dire, parce qu'il s'attendait pas du tout à ça. Et voilà, donc j'ai tout raconté. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était... que là, il n'y avait vraiment aucun retour en arrière possible. Pour moi, c'était fini. Même si ma famille n'était pas au courant, j'allais tous les jours au travail et je voyais cette personne. Il était impossible pour moi qu'ils sachent que je suis toujours avec cette personne et ce que je suis en train de vivre, et de lui parler comme si de rien n'était. Et pour moi, ça marquait le non-retour en arrière. Pour moi, c'était fini. Ok. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé de tes photos. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est vrai. Alors,
j'ai comparé, mais ça c'est parce que je suis dans une relation saine aujourd'hui que j'ai pu voilà, faire ce comparatif, mais je me suis aperçue qu'en fait, j'avais très très peu de photos avec mon ex, mais vraiment très peu. Ça, je pense que ça se compte sur le doigt d'une main. J'ai pas eu besoin de beaucoup effacer du coup, parce qu'on sortait pas. Voilà, on faisait rien. On a fait un voyage, et dans ce voyage, il y a eu plus de disputes qu'autre chose, donc il n'y avait pas de bon moment à prendre en photo. J'avais très peu de photos, et le peu de photos qu'il y avait, je me fais de la peine quand je me vois. J'ai le visage fermé, on voit qu'il y a quelque chose qui est un problème sur la photo. On sent que il y a pas de bonheur, que la personne va mal. Alors qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire combien j'ai de photos depuis toutes ces années de relation. On va faire 7 ans de relation. Je sais pas combien de photos j'ai. Je pourrais même pas les compter. Et pareil, quand je me suis séparée, je me souviendrai toujours d'une personne qui a vu une photo de moi sur les réseaux, mais j'étais plus avec, hein, et qui m'a dit: «Ouah, t'es resplendissante». Et là, je me suis dit: «Bah oui, mais parce que je vivais pas, je survivais avant. Là, je vis. Je profite du moment, je vis». Donc c'est un beau message d'espoir pour les personnes qui sont dans des relations toxiques actuellement. On peut aller vers une relation saine. Qu'est-ce qui, d'après toi, t'a permis d'aller vers une relation saine et de refuser parce que tu as dû croiser d'autres personnes toxiques? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi une personne qui te proposait une relation saine? L'envie de sérénité, hein, de plus être dans le stress, de pouvoir avoir confiance à la personne avec qui je vis, c'est complètement différent. Et puis alors, dès l'instant où, parce qu'on se met pas en couple de suite, donc on apprend à connaître la personne quand on voit comment elle est et qu'on se dit, ça existe en fait, c'est pas un mythe. Cette personne, elle est attentionnée, elle me pose des questions, ça peut paraître bête, mais une toute petite attention, pour moi, pour moi, c'était énorme. Mais au début, j'étais perdue parce que j'avais jamais pensé par moi-même. Donc, quand je me suis retrouvée à prendre des décisions pour moi, avec aucune confiance en soi en plus, parce que tout est brisé, j'étais perdue. Fallait tout le temps que je demande à droite, à gauche, est-ce que tu crois que je vais faire ça? Est-ce que tu crois que... Mais ça va même, oh, est-ce qu'on va manger là? Est-ce que tu veux manger ci? Je savais plus ce que je voulais. Des questions bêtes, Ouais, t'es privé de tes décisions, ça t'avait... j'avais plus pris de décision depuis 4 à 5 ans. Donc je savais plus ce que c'était que de prendre une décision. Souvent on dit qu'il y a un risque quand on sort d'une relation toxique de retomber dans une autre relation toxique. Moi je pense que si on fait un travail suffisant sur soi, soit seul, ou en lisant des livres, ou en étant accompagné d'amis ou de professionnels, on peut progresser et remonter notre respect, redresser des limites et refuser l'inacceptable. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu as réussi par toi-même? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner par plusieurs psychologues, par l'hypnose. J'ai dû me faire accompagner pour accepter ce que j'avais vécu. Ne plus le cacher, ne plus avoir honte, parce que j'estime qu'on n'a pas à avoir honte de ce qu'on vit. On l'a pas demandé, on l'a pas choisi, on l'a pas décidé. On n'a pas à avoir honte. Il faut rebondir, mais oui, il faut se faire. Je pense qu'il faut se faire aider pour accepter. Si on ne se fait pas aider, on n'accepte pas ce qu'on a vécu et on a plus de chances de retomber dans une relation chaotique, relation toxique derrière. Mais que ce soit un amour ou amical, aujourd'hui, j'accepte plus non plus une relation amicale toxique. C'est fini. J'ai sorti beaucoup de monde de ma vie. Je veux plus de stress. Je veux plus tout ça. Je veux plus m'inquiéter pour les autres personnes. C'est pour savoir ce qu'elles vont penser de moi. Est-ce que je vais faire ça bien pour elles? Non, c'est pas possible. Il faut que je fasse des choses qui soient bien pour moi. Qui te font du bien. Ouais. Donc on revient sur ces sensations de, voilà, on sent que quand on est bien dans une relation, ça fait du bien, c'est agréable. Et... Au début, j'avais peur parce que j'avais peur qu'on me traite d'égoïste, de passer pour quelqu'un de très égoïste. Alors j'ai eu beaucoup de mal à me dire, si ça, dis-le, dis non. Apprendre à dire non, ça, c'est encore aujourd'hui très compliqué. Mais il faut apprendre à dire non. Et si ça nous plaît pas, on peut pas faire les choses à contre-cœur, on peut pas tout accepter. Mais apprendre à dire non, ça veut dire travailler sur soi pour progresser, se respecter, se mettre des limites, etc. C'est pas être égoïste. Voilà, c'est pas être égoïste, c'est la nuance. On en parlait aussi dans l'autre podcast, je crois. C'est juste penser à soi. Le psy qu'on a vu l'autre fois, il disait ne penser qu'à soi, c'est être égoïste. Penser à soi, c'est être juste normal. Et c'est retrouver cet équilibre-là, exactement comme retrouver l'équilibre dans la relation. On entend souvent des gens de l'extérieur
souvent qui n'ont pas vécu ça ou qui ne comprennent pas, qui disent mais pourquoi il reste, pourquoi elle reste. Et ce qui nous en fait sortir, c'est souvent un choc, quelque chose de très fort, et c'est l'instinct de survie. C'est l'étincelle de vie qu'il y a en nous. Ça, c'est dans les relations toxiques vraiment violentes. Dans les relations plus légères, ou quand on rencontre une personne toxique qui commence à nous envoyer des tirs, on met un stop tout de suite. Toi, qu'est-ce qui fait que tu es resté, d'après toi, aussi longtemps avec cette personne-là? Ouais, bah, tout simplement parce que déjà il y a l'amour, hein, en même temps, enfin, pour moi c'était lui avec qui voilà, je voulais construire ma vie, je voulais avoir des enfants, c'était la première personne avec qui je me projetais au début, bien entendu, parce qu'après c'est dès l'instant où il y avait les violences physiques, j'ai plus du tout eu de vision sur le long terme, mais ouais, et puis après on a cette dépendance affective, bon, après moi il y avait quelques soucis de santé aussi, et souvent quand il avait des problèmes il me disait ouais, heureusement que t'es là, enfin, et je me voyais pas partir et le laisser. Et puis voilà, même moi, de partir à la fin, c'était compliqué parce que malgré tout, et ça, je peux pas l'expliquer, mais il y avait toujours des sentiments pour la personne. Tu as longuement dit que tu avais été isolée au début de tes camarades, de ta famille. Comment tu as vécu cet isolement? On s'en rend pas compte sur le moment parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Les premières personnes, on les voit pas partir parce que ça se fait petit à petit. Moi, ça a duré 4 ans et ça s'est fait vraiment au compte-gouttes. J'ai perdu des gens autour de moi, puis les amis, puis après je m'éloigne de ma famille, puis après il m'interdit des choses. Ça s'est vraiment fait petit à petit, donc on le voit pas. Par contre, quand on arrête cette relation, c'est là où on prend un choc parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a loupé. Ça peut paraître bête, mais ça peut être des sorties avec des amis, ça peut être les balles de promo que je ne rattraperai jamais. Ma sœur qui était toute petite à l'époque, j'ai loupé plein de choses. J'ai pu louper des anniversaires, j'ai pu louper des moments, et ça, malheureusement, c'est encore aujourd'hui, c'est dur à accepter. Ça fait un moment maintenant que c'est fini, donc j'ai vécu d'autres choses avec elle, avec ma sœur notamment, qui m'aide à accepter tout ce que j'ai loupé, mais ce sont des moments que jamais je ne récupérerai. On parlait l'autre fois du prix à payer de ces relations qui est extrêmement, extrêmement élevé. Après, je pense que ce qui est important à dire, c'est qu'on a aussi, alors c'est peut-être notre culture en Occident, inconsciemment que la vie est lisse et simple et facile et parfaite, et que du coup, dès qu'on vit des choses difficiles, ça prend des proportions énormes. Non, la vie est difficile, et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Quand on voit que toi, tout ce que tu as traversé aujourd'hui où tu en es, c'est presque les 180 degrés, je dis presque parce qu'on a toujours un petit pan de travail à faire, mais c'est quand même colossal. Toi, tu trouves que tu as payé un prix cher par rapport à cette relation-là, et quelque part aussi aux autres relations qui ont fait le lit. Tu parlais du CP, c'est quand même... La dernière relation toxique, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai toujours appelé ça comme ça parce que je pense pas que j'ai autant de séquelles si j'avais vécu que ça, ou c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et le prix à payer, il est énorme. Il est énorme parce qu'aujourd'hui, ça va faire 8 ans, et j'en subis encore les conséquences, et je repense très souvent à ce que j'ai vécu. Voilà, bon, on peut plus me prendre par le cou parce que ça m'angoisse. Ouais, Même pour instinctif. jouer, ça m'angoisse. J'aime pas ça du tout. J'ai des tocs aujourd'hui, donc j'arrive pas. Je vois plusieurs professionnels, j'arrive pas à m'en défaire. Ça me gâche complètement la vie. Ça me bloque dans mon rôle de maman, et je culpabilise énormément parce que de laisser autant de place à ce que j'ai vécu, et justement pas assez à mon fils, parce que de fait d'avoir trop tox, et quand je suis en crise, c'est du temps que je passe pas avec mon fils, qui aujourd'hui est plus proche de son père, et donc c'est quelque chose que je vis vraiment très très mal, et donc le prix à payer il est très cher, parce que j'ai tout pour être à 100% heureuse aujourd'hui, et je ne le suis pas. Mais, et on en reparlait, tu as fait un énorme travail jusqu'à présent, et tu continues à essayer de progresser jour après jour, et ça, je pense que c'est l'essentiel aussi, même si moi aussi je paye très très cher beaucoup de choses, sur plein de plans différents, il n'y a pas que la santé aussi. Je pense que c'est important de donner ce message d'espoir aussi aux personnes qui vivent ça, c'est que tant qu'on cherche
continuellement à progresser. Alors, il y a des périodes où on fait pas d'efforts et on est fatigué, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est d'être dans une démarche de progresser, seul ou accompagné, ou en lisant des livres, peu importe. C'est constamment. C'est ça qui importe, parce que du coup, on se rapproche d'une vie plus sereine et plus relaxe. Ça, j'aurais pas mon conjoint actuel, j'aurais pas mon fils, j'aurais rien. Je serais chez moi, je sortirais pas, je serais en arrêt maladie et en dépression, complètement en dépression. Donc c'est tout le travail que j'ai pu faire avec tous les spécialistes que j'ai vus, qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là et que j'ai ma famille, j'ai quand même beaucoup de bonheur. Mais il y a toujours du travail à faire sur ce que j'ai vécu pour être à 100% heureuse. Mais je garde justement l'espoir, et j'en parlais il y a pas longtemps avec ma mère, je garde espoir, et un jour je sais que j'aurai plus rien, je l'espère, et ce sera vraiment à 100% que j'ai passé. C'est aussi, je pense, ce qui est important, c'est qu'on accepte aussi de vivre avec ces valises un peu lourdes à porter aussi. Qu'on accepte qu'on ait une vie pas lisse, bien rugueuse, et ça aide à se détendre aussi, à se dire ok, je pensais qu'en un an tout serait plié, c'est pas le cas, ça me prendra 5, 10, 15, 20 ans, mais c'est possible. Et encore une fois, l'essentiel c'est de progresser. Je trouve que c'est important parce que si on se fixe sur un résultat, c'est hyper stressant d'une part, il y a eu plein d'études qui l'ont montré. Si on ne l'atteint pas, c'est encore plus stressant, on monte en pression, etc. Donc je pense que c'est important de bien remettre le focus sur l'essentiel, c'est qu'on continue de faire des efforts jour après jour. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as dit que tu repérais tout de suite les personnes toxiques ou à comportement toxique ou des situations toxiques, parce qu'il n'y a pas que des personnes toxiques, il y a des situations toxiques aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi une relation toxique et quelles sont les manières de les repérer ? Déjà, dans une relation, alors on va parler relation de couple, dès l'instant où il y a plus de mauvais moments que de bons moments, c'est que ça va pas, c'est qu'il y a déjà une forme de toxicité qui est intégrée dans la relation. Après, les repérer, c'est simple, quand la personne, elle commence à se poser des questions sur ce qui s'est passé, sur ce qu'elle vient de vivre, ou ne serait-ce que d'être un peu rabaissée, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, je peux paraître un peu rabat-joie, mais même parfois pour rigoler, je tolère pas qu'on me rabaisse. Même si c'est une vanne, même si... De toute façon, c'est jamais positif. Rabaisser quelqu'un, c'est stupide, débile, ça sert à rien. Enfin, faut pas tortiller, même si c'est pour rigoler, si c'est des personnes à côté, si c'était qu'une blague, et c'est... Non, ça, j'accepte plus. Et quand je le vois, parfois, si c'est une amie à moi, où après je vais lui en parler, je dis « Ah, il a dit ça, pourquoi ?» Je vais essayer d'aider comme je peux, mais sans m'immiscer non plus, parce que si on est direct en frontal avec les personnes en disant ton conjoint c'est une personne toxique, elle partira pas. Par contre, elle va se couper de nous, et elle va s'isoler avec lui, et c'est ça. C'est l'effet opposé. Ouais, c'est ça. C'est la difficulté entre dire ce qu'on observe et éviter que l'autre personne coupe les ponts aussi. D'accord. Mais les personnes qui sont victimes de relations toxiques, faut pas croire non plus que ce sont des personnes faibles. Au contraire, ce sont des personnes fortes, parce qu'elles, avec tout ce qu'elles subissent, moi je considère justement que ce sont des personnes qui sont très fortes. Il faut un gros degré de résistance à la douleur, déjà pour subir pendant des mois, voire des années, un harcèlement moral et un harcèlement physique. J'ai pas envie de dire que l'un est plus fort que l'autre, mais en tout cas c'est deux types de harcèlement différents, mais il faut une méga résistance pour résister à ça. Les mots sont tout autant douloureux que les gestes. Les gestes, ils sont douloureux sur le moment, mais les mots, par contre, c'est sur le long terme qui détruisent. Alors, je crois qu'il y a des études qui ont montré que ce sont les mêmes aires du cerveau qui sont stimulées quand on est blessé, qu'on soit blessé physiquement ou moralement. C'est les mêmes impacts, la même zone qui est stimulée. Après, l'impact est différent, forcément. Mais c'est important, effectivement, comme tu le dis, de dire que c'est pas une question de faiblesse, c'est une question de quelles normes on a connues, saines ou pas saines. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. Après, j'ai envie de dire, l'avantage, quelque part, si on essaie de voir le positif, c'est que quand on arrive à en sortir et qu'on arrive à construire des choses autour de ça, c'est que, on est plus alerte pour éviter de se remettre dans des situations comme ça. Alors, il y a plein de personnes qui n'ont même pas conscience qu'elles sont dans des situations toxiques. Et deux, on peut aussi aider et alerter les personnes autour de nous, que ce soit la famille, les amis, ou sur des projets comme ça, Notox. Ça permet d'aider aussi beaucoup de monde. Donc, c'est aussi dans ce sens-là où je dis, il faut qu'on redonne la puissance aux gens. Parce que ce qui fait que tu as eu cette étincelle de vie, c'est toute ta puissance, c'est ce qu'on va aller chercher, ce qu'un thérapeute va aller chercher chez son patient qui a deux doigts de se foutre en l'air. C'est qu'il va chercher cette étincelle de vie, cette puissance qui est encore latente, mais qui est là,
Et il va aller, j'allais faire la symbolique de la tirer, mais je pense qu'ils sont là à souffler le feu pour que le feu reprenne, quoi. Et c'est cette puissance-là qu'on doit redonner. Et c'est vrai que c'est un switch qui est pas évident à avoir. Je dis pas que je l'ai, parce que je pense pas l'avoir complètement. Mais c'est que quand on a été victime, si on est encore là, c'est qu'on a une certaine puissance. L'idée, c'est d'arriver à libérer cette puissance-là. Ça demande plein d'étapes. La prise de conscience, la prise de qu'on est dans une relation toxique, la prise de connaissance de la mécanique, des schémas toxiques dans lesquels on est. Et moi, j'aime bien dire prendre conscience, prendre connaissance et prendre la fuite. Parce que après, tu n'as plus envie de te faire chier avec les gens toxiques et tu te barres. Et c'est important, comme tu dis, de verbaliser ça. Je trouve que c'est bien que tu l'aies dit, que c'est pas une notion de faiblesse. C'est au contraire, c'est les personnes qui sont hyper malveillantes qui devraient disparaître et dégager du tableau, et pas les victimes, justement. Pour l'avoir vécu aussi, tu as mis du temps à en parler. 4-5 ans à ta famille. Non, tu as mis combien de temps à en parler avant ta famille ? Ma famille... Ou à quelqu'un autour de toi, tu as mis du temps à parler, c'est ça ? Alors, la première personne, j'étais encore dans la relation quand j'en ai parlé à la première personne qui l'a su. Ouais, mais c'était combien de temps de relation ? C'était au bout de combien de temps de relation ? Je me souviens plus, 3 ans, 4 ans. 4 ans ? Un peu plus de Donc, 4 ans. tu as quand même tué les choses Pendant 4 ans. pendant 4 ans. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as mis autant de temps à en parler ? Parce que je voulais pas qu'ils aient une mauvaise image de lui. Moi, c'était quelqu'un que j'aimais. J'avais toujours l'espoir qu'il vienne dans ma famille, qu'il y ait des repas de famille, des choses comme ça. Et je sais que si j'en parle, après, il serait pas le bienvenu. Enfin, la vision de lui aurait été horrible. Donc, je voulais pas qu'il soit au courant. Et c'est ça qui est hyper étonnant, c'est que... Je le protégeais. Voilà, on les protège, ils nous font du mal, on les protège. On sait quelque part que ce qu'ils font, c'est pas bien, parce que sinon on pourrait en parler à la famille sans aucun problème. Et malgré tout, on reste pris. C'est presque comme quand tu as les dessins des personnes qui sont à terre et qui ont des racines qui les tractent vers le sol. C'est ça qui est particulièrement étonnant, et on voit qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est pas du tout logique. Enfin, c'est la logique émotionnelle, quoi. On est pris dans ce truc-là, et il faut ce déclencheur-là. Et quelque part, ce qu'il a fait, ça a marché, de te pousser pour que tu partes, parce que lui en était absolument incapable. Et il a dû prendre du recul aussi, sûrement lui, pour prendre conscience. J'ai eu de la chance, parce que ça aurait pu avoir l'effet inverse, et j'aurais pu justement mettre fin à mes jours, parce que j'en avais marre de vivre tout ça aussi. Donc, ou tu aurais pu prendre quelque chose et t'attaquer à lui aussi. Ça aurait pu être extrêmement grave. Oui, alors après, peut-être dans le moment... ta survie, la sécurité. Moment, ouais. Tu vois, tu te dis c'est lui ou moi, il y a un moment, tu ne te poses pas la question. C'est ça, mais bon. Ok. Tu dis que tu n'as pas porté plainte à l'époque. Est-ce que tu peux dire pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup. Il y a plein de bonnes raisons, malheureusement, je vais le reformuler. C'est pas des bonnes raisons de ne pas porter plainte, mais il y a beaucoup de femmes qui expriment leur difficulté à aller porter plainte, notamment par rapport à l'image que ça va donner de la relation autour d'elles, par rapport aux difficultés de quand on va dans un poste de police. Des fois, on est mal accueilli, il faut quand même verbaliser. Des fois, on a la chance d'être bien accueilli, mais c'est pas toujours facile. C'est une réalité, donc faut le dire. Même si la police fait ce qu'elle peut, ils sont aussi en progrès, ils cherchent à s'améliorer. C'était aussi parce que je me suis toujours dit qu'il y a pire ailleurs. Que j'ai jamais été des bleus de vraiment partout, en sang, à pisser le sang, etc. Donc je me suis dit, t'es pas légitime à porter plainte, jusqu'au jour où il m'a étranglée. Là par contre, j'y ai pensé. J'ai réussi à l'enregistrer en train d'avouer, j'avais des photos, mais il m'a dit si tu vas porter plainte, je porte plainte aussi. Parce que là, moi, il avait des griffures de survie, j'ai vraiment planté mes ongles dans son bras pour qu'il me lâche, pour lui faire mal pour qu'il me lâche. Mais il m'a dit je porterai plainte aussi. Donc je l'ai pas fait. Mais j'ai gardé quand même toutes les photos, les audios, au cas où. Au cas où. Mais quand la relation s'est terminée, pour moi c'était fini, je voulais plus m'y replonger, j'ai tout effacé. J'ai effacé toutes les photos, j'ai effacé tous les audios, j'ai tout effacé. Et j'ai pas porté plainte. Mon psy m'avait conseillé 2 ans après quand même de poser une main courante. Pas pour moi, mais pour aider potentiellement d'autres femmes qui vivraient la même chose avec lui. Mais je ne m'en sentais pas capable, j'avais pas forcément envie de l'affronter, j'avais
pas envie de me relier à lui plus que Ouais, nécessaire. c'est des J'étais passée connexions. à autre chose, j'étais dans une nouvelle relation. Mais j'ai toujours cette part de culpabilité parce que j'ai pu mettre d'autres personnes en danger en ne le signalant pas, tout simplement. Tout à l'heure, on a parlé de travail sur soi, de thérapie, etc. Mm. Je crois que tu as eu un épisode qui t'a presque dissuadé de faire appel à des thérapeutes. Est-ce que tu peux en parler? Parce que c'est important, moi c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup depuis une quinzaine d'années. Ça s'est mal passé avec un thérapeute, donc je veux plus aller voir personne. C'est pas forcément la bonne attitude à adopter. C'est pas toujours le bon garagiste qu'on trouve au début, le bon boulanger. Le thérapeute c'est pareil, c'est pas toujours le bon qu'on trouve tout de suite. Puis il y en a plein de bons aussi. Est-ce que J'ai eu tu peux nous quelques parler? difficultés à trouver les bonnes personnes pour m'accompagner. Je vais voir une première psychologue. Alors déjà, c'est mon conjoint actuel qui m'a dit que ce serait bien que j'aille voir, que je me fasse aider. Et il a eu entièrement raison. Et la première personne que j'ai pu voir, elle m'a dit, je suis désolée. À la fin de la première séance, elle m'a dit, je suis désolée, je vais rien pouvoir faire pour vous. Donc je suis sortie de là, mais en pleurs. Je me suis dit que j'étais un cas désespéré, que j'allais jamais m'en sortir, que c'était fini, quoi. Et j'ai trouvé un autre psy qu'on m'avait conseillé. Et tout se passait plutôt bien, sauf qu'à un moment donné, on parle beaucoup de ce qui s'est passé. Il me remet dans les disputes que j'ai pu... les actes que j'ai pu subir dans mon ancienne relation. Et à un moment donné, je dis, je sais pas si c'est normal, mais j'ai mes tocs qui s'amplifient. Je sens que je suis beaucoup moins bien qu'avant. Il m'a dit, c'est normal, on travaille sur les limites, donc ça peut s'intensifier. Bon. Jusqu'au jour où il me dit, bon là, on stagne, il va falloir essayer autre chose, il va falloir aller consulter c'est pas psychologue, c'était psychiatre, ouais, une psychiatre. Bon, moi, je lui fais confiance, ça faisait déjà quelques mois que je le voyais, je vais voir la psychiatre, ça s'est pas du tout bien passé, je suis dans la salle d'attente, il y a 2 heures d'attente, ça c'est pas du tout grave, sauf que j'entendais, moi, dans la salle d'attente, tout ce que les patients avant moi étaient en train de raconter à la psychiatre, et je me suis dit, donc tout ce que je vais dire va être entendu par les personnes dans la salle d'attente. Donc ça commençait à mettre quand même quelques barrières. Après, je ressors de là, il me demande de faire des analyses pour une éventuelle pour me donner éventuellement des médicaments, donc il fait que je fasse des prises de sang. Là, je me suis dit, oula, on part dans quelque chose que je maîtrise pas, que j'ai pas du tout voulu. Et bon, les médicaments, non pas que j'en sois contre, mais je vivais quand même normalement. J'avais mes problèmes, mais ça m'empêchait pas de vivre. J'allais pas mourir de tout ça. Donc j'ai eu un très mauvais ressenti. Et je retourne voir mon psy et je lui raconte. Et là, il m'a dit, oui, mais allez quand même au 2e rendez-vous. Allez-y, j'insiste, il faut que vous y alliez, tout ça. Bon, mais je refais une séance avec mon psy, pas psychiatre, avec mon psy. Il me dit, vous y êtes allé? Je dis, non, j'y suis pas allée. Et il insiste. Il me l'impose. Et moi, je vais le voir parce que je sors d'une relation toxique où on m'a imposé des choses pendant 4 ans, des choses que jamais j'aurais dû accepter. Et là, lui est en train de m'imposer des choses. Je subissais d'aller... rien que l'idée de retourner voir cette psychiatre me donnait un mal au ventre. J'étais angoissée, je ne voulais pas y aller. Et il insistait. J'ai dit, là, c'est pas possible, stop. Je retournais dans une relation toxique avec mon psy. Et je dis non, stop. Donc j'ai arrêté et après j'ai essayé l'hypnose qui m'a énormément aidée. Donc tu as quand même persévéré. Oui, je pouvais pas lâcher. Chaque fois que je commençais quelque chose, je dis bon là, tu te donnes à fond, essaie, il faut que j'aille mieux. J'avais pas le choix. Fallait que j'aille mieux. Si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui vit une relation toxique, qui en a à peine conscience ou qui en a vraiment conscience, si tu as le conseil ultime, quel conseil tu donnerais? De prendre du recul. De prendre du recul sur... si elle commence à se poser des questions, de prendre le recul nécessaire, de s'isoler de cette personne. Ça veut dire quoi prendre du recul? Parce que c'est pas facile à comprendre. Pour moi, c'est passer quelques jours déjà sans la personne. Et de se poser les questions. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je vis ça? Est-ce que c'est normal? Et si on ne sait pas répondre à cette question, si on a des doutes, en parler.
En parler déjà à ce stade-là, parce qu'il y a pas de honte, il y a pas de honte. Ça veut pas dire, que de suite ce sera quelque chose de mauvais, ça veut pas dire qu'on est vraiment dans une relation toxique, mais si on a des doutes, voilà, c'est prendre du recul, s'isoler de la personne, Mmh. pas des Ouais, amis, pour y voir pas de la clair. famille, mais de cette personne Mmh. et se poser des questions et se recentrer. C'est ça, c'est remettre en question la situation. C'est pas, en fait, ça c'est vraiment important cette nuance. C'est pas est-ce que c'est normal par normal, c'est Non. est-ce que c'est sain, malsain. Mmh. Parce que si on a vécu que des relations toxiques pendant son enfance, Ce sera c'est normal. Voilà. Donc la question c'est, donc si j'essaie de reformuler ce que tu dis, c'est se poser la question, est-ce que c'est sain ou malsain ce que je suis en train de vivre? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me construit? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que j'évolue? Est-ce que je Est-ce progresse? que c'est en adéquation avec mes valeurs aussi? Voilà. Avant qu'il ne justement, il ne les modifie, et qu'on n'en ait plus, Voilà. justement, parce qu'à la fin, on n'en a plus. Au début de la relation, on en a forcément, donc c'est tout recentrer. Mhm. Tout, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que, j'ai envie de vivre ça? Est-ce que, Réfléchir en fait par ouais. soi-même. Mais pas avec la personne, parce que, Pas à côté, oui. Parce que c'est si pas elle, possible. si elle biaise le truc, forcément, on va pas être. C'est comme si quand ils étaient près de nous, on était plus lucide. Non. Déjà à Non, il suffit distance. qu'elle fasse une bonne action, Voilà. pendant qu'on est en train de réfléchir c'est et c'est bon. fini. Ah bah non, Ok. finalement, c'est moi, je me fais des idées, il est parfait. Ok. Non, faut vraiment, quand on réfléchit, il faut vraiment être Ok. sans cette personne-là, sans la personne toxique. Donc ton conseil ultime, c'est prendre du recul, Mm. réfléchis par toi-même en t'isolant de la personne toxique. Diane, je te remercie. Bah, On merci va- à toi. On va conclure ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Plus jamais seul, le podcast des relations toxiques. N'oubliez pas, sortir d'une relation toxique, c'est un chemin, et sur ce chemin, vous n'êtes plus seul. Si vous souhaitez nous aider à faire grandir ce mouvement, vous pouvez faire un don. Même quelques euros peuvent faire la différence. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour prolonger la discussion, poser vos questions ou simplement recevoir un peu de soutien. Rappelez-vous, vous méritez le respect, la paix intérieure et l'amour, le vrai. À très bientôt dans un prochain épisode du podcast Plus jamais seul.